La première inspiration, c'était le livre de Tarita, la fin de Marlon Brando. Moi, j'adore Marlon Brando, j'ai lu beaucoup de livres sur lui, il est complètement fou. Et elle raconte un peu le parcours de sa vie et indirectement une certaine évolution de cette île ou de ce pays, surtout de l'île de Tahiti, mais bon, en général de la Polynésie. Et comme ça a évolué d'une façon un peu désagréable, non, au bout des années. Elle était née probablement, j'ai oublié, mais au début des années 40, et on voit comme avec ça un peu plus à côté, mais on mentionne un peu les essais nucléaires, surtout l'arrivée de beaucoup d'ingénieurs français, tous hommes. Il y avait là une espèce d'équilibre, une espèce d'harmonie, cette idée de paradis qu'on a tous dans la tête à partir de Gauguin, à partir des journaux de Gauguin, Stevenson, etc. Non, et les images comme ça, tout ça formé, et ça commence à se déstabiliser. Après, évidemment, dans son cas, c'était l'arrivée de Marlon Brando, l'équipe de filmation, etc., que ça change complètement aussi la vie dans l'île. Et après, il y a des autres tournages qui vont se passer là. Évidemment, dans les dernières années, tout ça, ça détruit un peu cette ambiance idyllique, mythique qu'on a tous dans la tête, qu'elle vivait quand elle était plus jeune d'une façon réelle. Non, elle décrit la façon très très simple, très presque pastorale de vivre là. Et ça change complètement. Alors, j'étais intéressé un peu à ça, non, ce côté du paradis perdu, et on se rend compte qu'il n'y a plus de paradis, non, que dans la terre, c'est plus possible. Et je pense que c'est une espèce de sensation qu'on a aujourd'hui. Tu sais, on a toujours les soupçons, la tension, des angoisses, surtout avec ces pouvoirs non, opaques, très lointains, avec des intérêts obscurs, etc. Non, on comprend que le paradis, c'est plus possible. Et l'harmonie entre les communautés ou les êtres, non, il y a toujours des intérêts cachés pour détruire ça. Et bon, alors, dans ce cas, là, il y avait ce lieu physique, cet espace physique qui se rapprochait plus à mon idée de paradis, parce que je voulais tourner dans des territoires d'outre-mer français, on pourrait avoir choisi des autres, mais ils sont tous plus vieux, tu sais, soit en Afrique, soit au Caraïbes, c'est pluvieux, c'est tropical. Et là, non, ça reste quand même pacifique, idéal, tu sais, vraiment des images, je sais pas, vraiment de l'idée du paradis, à moins dans ma tête, venait de là. Bon, mais toujours avec l'idée, évidemment, cette inspiration de toute cette évolution de l'île. Tout ça, on les voit dans les films, on les sent, on les ressent. Tu sais, il y a une espèce d'atmosphère un peu malsaine, une certaine atmosphère stérile dans l'île, et c'est la conséquence un peu de tout ça. Le côté colonial aussi, évidemment. Mais et moi, je voulais, tu sais, combiner un peu cette sensation avec une petite portrait du monde contemporain qui est devenu, par hasard, complètement visionnaire, parce que quand j'ai parlé du nucléaire, quand j'ai commencé à écrire le scénario, même quand on a tourné le film, il n'y avait pas l'invasion de la Russie à l'Ukraine. Alors, soudainement, ce sujet est devenu très à la mode et bon, très surprenamment dangereux. Et on verra qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on n'est pas arrivé à la fin, je pense. Alors, je ne sais pas, ça, avec cette idée de ce pouvoir opaque complètement écarté de destin de tout le reste de la population, et cette espèce de trou qu'il y a à la moitié où là, tout le monde a disparu, c'est typique des colonies aussi. Non, il y a des gens qui arrivent, des conquérants, et le reste sont des esclaves. À la moitié, il n'y a personne. Dans la société occidentale, il y avait toujours, je ne sais pas, la bourgeoisie, les fonctionnaires, je ne sais pas, certains extraits qui faisaient la communication un peu. Mais ils sont en train de disparaître. En fait, ma théorie, c'est que le futur du monde, ce sera toute une grande colonie. Mais ce n'est pas des conquérants violents, qui pouvaient l'être aussi, mais c'est surtout des riches. Tu sais, si tu vas en centre-ville à Londres, aujourd'hui, tu vois déjà ça, c'est une colonie. Il n'y a que des boutiques de luxe. Non? Ce que tu vois dans les aéroports, alors les villes sont devenues comme des aéroports. Non? Cette sensation de colonie, de colonialisme, mais vraiment actualisée, et qui ne répond pas peut-être à une logique soit raciale, soit de conquête militaire, non, mais d'une angoisse de décadence, une angoisse vraiment de ça, d'un pouvoir très lointain, avec des intérêts très obscurs, impossibles de discernir. Et ça, tu sais, c'est l'ambiance qu'il y a. Et transformer ça avec un petit peu d'humour,
non, un petit peu de ça, des côtés visionnaires malgré tout, un petit peu de, ou un petit peu non, beaucoup de recherches formelles par rapport à ce qu'est le cinéma de futur, ce que sont les images non, intrinsèquement cinématographiques aujourd'hui, et un peu, pourquoi pas, un côté joyeux, très joyeux tendu dans la fabrication, c'est-à-dire avec tout mon système de 3 caméras, etc., la vulnérabilité des acteurs, etc. Tout ça, c'était un peu l'idéal pour pouvoir mélanger non, un point de départ iconique, paradis perdu, avec mon style et surtout pour s'approcher un peu du monde contemporain. C'est le voyage de ce capitalisme sans visage, qui évidemment est complètement connecté avec les États. C'est pour ça que non, on parle encore de politique, parce que c'est un capitalisme complètement infiltré, ou soit déjà identifié avec le pouvoir des États. Qu'on ne sait jamais s'ils sont au-dessus, non, au-dessous ou au-dessus déjà. Alors, on ne comprend pas exactement, même pour des gens intelligents, on ne sait jamais, même des gens qui ont au cœur du pouvoir, on ne sait jamais quel est le degré de complicité entre l'argent et la politique, tu sais, à un niveau très élevé. Mais faites attention, parce que les gens sont quand même un peu nerveux. Quand on voit un uniforme comme le vôtre, les gens ici n'aiment pas beaucoup ça. Déjà que moi, je suscite beaucoup d'interrogations, alors vous... Bon, l'ambiguïté, c'était déjà là. Hein. Je pense que c'est plus cohérent avec le monde d'aujourd'hui, avec la fabrication de bons films. Moi, je ne m'occupe jamais de signification. Tu sais, on travaille de façon tellement bizarre à ce niveau-là. Moi, je tourne quelque chose, c'est toujours le contraire tout de suite. Au niveau, pour dire, au niveau des concepts, idéologiques, même si des sensations idéologiques. Alors, et moi, j'ai choisi quelle scène je vais peindre, parce qu'il y a une scène qui est plus forte du point de vue purement esthétique, hein, d'intensité expressive. Alors, si cette action disait quelque chose ou disait son contraire, parce que j'ai tourné les deux, moi, je m'en fous complètement quand je suis en train de monter le film. Alors, à partir de ce point de départ, évidemment, on pourrait concrétiser ça au niveau des jeux d'acteurs, au niveau des choix de mise en scène, d'humour, etc. Mais à partir de ça, on peut comprendre que ce qui va refléter le film, si le concept, c'est-à-dire si le film est vraiment ancré dans un sujet qui est le monde contemporain, ce qui va refléter, ça va être d'une façon très indirecte. C'est comme une espèce de captation indirecte, de sensations qui sont là, mais personne n'a rien à dire sur ça, personne n'a rien à objecter non plus. Alors, c'est que vraiment, c'est pas une espèce de membrane, non, qui d'une façon mystérieuse peut arriver à capter des choses. Et évidemment, avec Magimel, c'est très cohérent avec l'idée que j'ai travaillé. J'ai toujours travaillé sans, par exemple, aucun acteur dans mes films n'a jamais lu le scénario du film. Et Magimel prétendait l'avoir lu, mais il ne l'avait pas fait, je pense. Il avait lu des morceaux, mais tout entier, d'un affilé, pour comprendre les choses, non. Je ne suis presque certain. Alors, bon, Jean-Pierre Léaud avait lu le scénario pour des questions, mais c'est le seul cas. Jean-Pierre Léaud, jamais un autre acteur dans mes films, il n'a jamais lu le scénario. Alors, ils sont dans une position vraiment d'être les réceptacles de toute toute cette pression, non, cachée, non cachée, que j'émette aux acteurs avec mon système de 3 caméras, de ne pas lire le scénario avec leur idée, de chercher vraiment à fond la vulnérabilité. Ils sont comme des réceptacles de tout ça, qui en même temps, c'est cohérent avec le sujet, parce que nous sommes tous des réceptacles de ce capitalisme, non, et d'en souffrir d'une certaine façon les pressions, qui est une pression qui est constante, comme moi avec les acteurs, mais qui t'arrive à, comme dire, à tuer jamais. Alors, je pense que dans cette méthodologie, il y avait quelque chose de très, très utile pour aller à l'intérieur, au cœur de ce sujet dans notre monde. Et évidemment, Magimel était spécialement doué, surtout à cause de ça, de ce côté rock and roll sauvage, de tout accepter, de sentir un peu la pression, mais de la pas dramatiser, parce que dès qu'il y a une dramatisation, on rentre déjà dans l'univers de Coppola, malgré tout. Non? Il y a un combat, une lutte, un drame, une opposition entre sujets, entre personnages, entre catégories. Là, non. Il était très rock'n'roll, il acceptait tout,
et parfois ça pouvait les déranger légèrement, mais sans dramatiser. C'est-à-dire en tant qu'acteur, je veux dire, hein, sans se tensionner, d'abord parce qu'il n'y avait pas une direction concrète à quoi tensionner. Comme je tourne avec 3 caméras, tu sais, avec des zooms, petites caméras, etc., l'acteur, depuis le premier jour, il perd complètement l'espoir de se communiquer avec une caméra et de lui offrir, même comme cadeau, comme, je ne sais pas, un contenu concret, cohérent. Non, cette idée de dramatiser dans le sens de « Ah, j'ai quelque chose à donner et je le donne en concret en caméra », c'est déjà une forme de dramatisation. C'est impossible. C'est une possibilité depuis le début, est comprise par l'acteur. Et alors, ça reste que l'acceptation de cette pression, qui est une tension, non, comme la tension qu'on vit, comme j'ai dit, en parallèle avec le capitalisme aujourd'hui, mais qui est contre laquelle tu ne peux pas te révolter. C'est exactement la même situation en tant que citoyen qu'en tant qu'imaginaire comme acteur. Quelle est la possible révolte contre ce système? Tu peux partir, tu peux que disparaître. Mais tu vas pas, c'est pas un ennemi, c'est les 3 caméras avec des zooms, petite caméra, il n'y a pas d'assistant, c'est pas une machine, c'est une machine pour, comment dire, pour te surveiller plutôt que pour t'opprimer. Pour te surveiller, pour s'infiltrer petit à petit dans ta conscience, comme le capitalisme moderne, comme le capitalisme de l'époque du numérique. Et je pense que c'était génial, cette idée, et que le film, si tu regardes profondément beaucoup de détails, il est exactement la réponse à ça. Et lui, comme je dis, ça, il avait en plus, il était très talentueux, Benoît, parce qu'il avait déjà de l'imagination verbale, non, pour refaire le dialogue d'une façon encore plus, peut-être par erreur, peut-être par inconscience, à certains moments. Mais comme il était vraiment à fond dans cette acceptation sauvage, rock'n'roll de toutes les situations, de tout ce que je disais, etc., après, quand tu supportes la pression, mais sans réagir dramatiquement, tout ça, ça ressort petit à petit. Et aussi les mots qui pouvaient être une erreur, je sais pas, une involontaire, une impossibilité de vraiment aller à la même vitesse que le système, etc., ça devient visionnaire la plupart des fois. Parce que tout est exactement dans cette bonne, dans cette bonne ambiance et dans cette bonne atmosphère. Et tout est cohérent. Et conceptuellement, ça marche. Donc la politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Le dialogue, ce n'est pas une arme de combat. Une arme de combat dramatique. Non. Ça reste, comme vous disiez, c'est un grand enseignement de Godard, non? Que tous les éléments du film devaient être au même niveau. Il ne faut pas établir une hiérarchie d'éléments et une subordination d'éléments. Au contraire, le cinéma moderne est arrivé pour subvertir cette hiérarchie et pour casser, tu sais, cette espèce de prétention un peu naïve, enfantine, qu'il y a une subordination qui va donner une signification claire, tout ça, et comme c'était tous des petits élèves, et le film va nous donner une leçon. Tu sais, non. Et c'est avec cette déhiérarchisation, non, qu'on commence aussi à tenter et peut-être à avoir, non, à réussir à avoir quelque chose à la fin qui est intéressant, qui est visionnaire et qui est surtout quelque chose qui c'est très difficile à trouver dans l'image contemporaine parce que c'est interdit dans la production. Tu sais, travailler de cette façon où les significations ne sont pas très claires, on pose des difficultés à la compréhension de le spectateur, on risque que le spectateur va s'ennuyer, va changer de chaîne, de programme, je sais pas, tu sais. Alors faire des films comme ça, c'est pas évident. Mais je pense que c'est ça qui donne la force, qui donne l'originalité et qui donne le côté avant-garde. C'est l'un des éléments, évidemment, il y a d'autres qui pouvaient être originaux par rapport à des autres, non, les films de l'industrie. Mais ça, pour moi, c'est le plus troublant. À un niveau des spectateurs et aussi à un niveau de fabrication. Parce qu'évidemment, tout ça est hors contrôle, même de mon contrôle. Et l'acteur, son image est complètement hors contrôle de lui, le film est hors contrôle,
tu sais, parce que les éléments ne se sont pas subordonnés. Personne n'a pensé avant de subordonner tout et faire des dialogues qui vont être cohérents. Ça, c'est un enseignement aussi de Manny Farber, qui disait, tu sais, que tous les éléments d'un film, pour lui, il devait être à la limite de l'inadéquation, il disait. Tu sais, les décors avec les jeunes rédacteurs, le casting avec les personnages qu'il va jouer, la lumière avec, tu sais, ce qu'on doit raconter. Tu sais, tout ces éléments doivent être à bord, non? À côté de l'inadéquation. Les sons, c'est un élément évidemment très sensuel parce que c'est quelque chose qui entre dans l'inconscient, qui est présent tout le temps, tu sais, qui est très, comment dire, englobant, oui. Même du point de vue narratif, hein, moi j'ai utilisé des techniques tout le temps, j'ai fait tout le temps dans ces films, dans les précédents. Quand l'image marque une ellipse, le son marque continuité. Quand l'image marque continuité, le son marque une ellipse. Tu sais, et toi, évidemment d'une façon très subtile, mais c'est déjà une inadéquation narrative dans ces scènes. Mais à part, il y a des inadéquations d'ordre esthétique, d'ordre visuel même. C'est dans cette absence de contrôle où ces éléments vont se mettre ensemble. Une seule tête n'a pas la possibilité, la créativité suffisante pour mettre cette espèce de désordre en ordre depuis le début, comme des créations qui viennent de zéro. C'est impossible. Mais vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Alors, c'est tout un système complètement différent dans la fabrication conventionnelle. Parce que tout est dans un hasard qui les rend plus bizarres. Par exemple, les scènes de binoculaires. Lui, il s'avait trompé, il a vu les binoculaires à l'envers pendant toutes les scènes. On se rend compte qu'il a fait cette erreur, comme là c'était chaotique et moi je ne contrôle pas, personne ne contrôlait, personne ne l'a vu, je ne sais pas, lui il l'a fait. Mais on se rend compte que c'est évident qu'il s'est trompé, c'est une erreur presque grotesque. Et après on s'est dit, bon, on devrait jeter, on montre le film à personne, tout le monde voit ça, non, ça ne veut rien dire, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On dit en grand écran, ça serait encore pire. Et on essaye de mettre cette post-production. D'accord? Si tu te souviens de la scène, il y a comme des lumières vertes. Parce que moi, j'ai pensé, ah, mais ils ont un côté, comme il l'a mis à l'envers, c'est un côté comme si c'était des binoculaires un peu high-tech, militaire, tout ça. Et avec ça, et même dans la lens qui fait un son, non? Qui fait comme s'il faisait les points. Non? Et soudainement, ça prend un sens incroyable. Tu sais, parce que c'est moitié drôle, moitié super sophistiqué, moitié imprévisible. Alors, mais pourquoi tout ça marche? Parce qu'il ne savait pas. S'il aurait eu vraiment des binoculaires high-tech, il lui aurait montré comment les faire fonctionner, etc., la sensation, ça ne serait pas la même. Il n'était pas conscient qu'il était en train de faire fonctionner. Au contraire, c'était une simple erreur. Il faisait comme si prenait un binoculaire totalement normal, et en plus il se trompe de côté. Alors, nous, on lit son visage d'une autre façon. Mais s'il l'aurait fait normal, si on l'aurait pensé de zéro, non, mais un scénario qui dit non, il aura super high-tech, blablabla, il savait qu'il faisait bzzz et qu'il jouait avec les points et tout ça, ça aurait été plus ennuyant. Et ça, c'est un petit détail ridicule. Mais imagine que tout le film est construit sur ce base, tous les dialogues, il n'y a aucun dialogue qui est dit comme ça à la réalité. Tu sais, pour créer cette sensation un peu par le spectateur d'être un peu perdu, non? Et de que le film évolue, que le film... mais qu'en même temps, tu sais, on ne sait jamais dans quel sens. Tous les scènes sont imprévisibles au niveau de longueur. Et on partage les points de vue avec les personnages, mais en même temps, on comprend qu'on n'est pas, tu sais, qu'on n'est pas dans une recherche objective. Mais en même temps, il y a petits éléments qui créent l'hypnose, qui créent la croyance permanente et les petites hypnoses. Mais en même temps, avec ces petits moments de nuit, où il y a la longueur qui vraiment pousse l'attention de le spectateur. Et sans ça, il n'y aurait que la transmission de cette communication de perte, non? Que le spectateur est perdu. Ah, ok, on a réussi à le faire. Mais on doit y ajouter quelque chose qui rend ça moins compréhensible.
Même cette perte non, des points de spectateur, où le film devient un peu flou aussi, non? C'est bien dit, c'est les pertes de points comme si c'était les points de la caméra, non? Que toi tu regardes les films et tu n'arrives pas à focaliser non, des éléments concrets et tout vient, s'en va, tu ne sais pas exactement quelle est la hiérarchie des éléments. Alors, c'est grâce à la nuit que ça devient quelque chose, à la nuit. Cette petite, tu sais, cette petite longueur extra dans certains moments qui tensionne physiquement le corps de spectateur et qui le rend dans une autre dimension. La plupart des choix de montage dans les films sont complètement arbitraires. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à une logique interne du film. À une logique interne, oui, mais déjà à une logique interne d'un film qu'on ne comprend pas nous. Tu sais, c'est ça la clé. Une logique interne dans un film qu'on ne comprend pas nous en tant que monteur. Mais on évolue et on continue. On évolue, on commence à monter, on continue. Mais la plupart des décisions sont dans l'arbitraire absolu. Isolé, tu sais, parce qu'on aime ça. Pom, on met tout ça, non? Dans un ensemble plus ou moins cohérent, avec des raccords, avec non, une logique de l'espace, du temps, non, qui soit crédible. Mais pourquoi on a mis ça et pas ça, on ne sait pas. Pourquoi ici c'est plus long et là c'est plus court, on ne sait pas. C'est toujours presque dans les jugements du moment concret, de la scène concrète. Mais après, grâce à les éléments de sophistication extrême du montage aujourd'hui, on peut vraiment pour des idées de cohérence du son, de raccords, beaucoup de post-production. Dans Liberté, il y avait 30% du plan qui était fait avec des compositions de deux plans différents. C'est-à-dire, la même image était une composition de deux plans et tu ne te rendais pas compte. 30 ou 40% du plan de film. Ici, il n'y a pas d'une façon si excessive, mais on utilise les sons, il y a beaucoup de plans qui se sont mis à côté, des choses qui se sont composées, qui ne se passent pas au même moment, etc. Mais pas dans un pourcentage si élevé que dans Liberté. Mais ça, comme dire, ce sont les seuls outils qu'on peut trouver à un certain moment pour ramasser ou pour mettre à côté, non, après de l'autre, ou au même moment, des choses qu'on a vues qu'on aime. Et à tout prix, n'importe comment, n'importe avec quelles ressources, on les met là. C'est vrai qu'il y a un côté déceptif dans les scènes de la discothèque, c'est froid, c'est inconnexe, c'est plus inconnexe parce qu'on a déjà rentré dans la paranoïa. Même la communication entre les corps, entre les personnages, ça devient déjà comme une espèce de dissolution de la relation humaine. Et ça pourrait être déjà un final très très déceptif. On ne cherche pas, à différents Apocalypse Now, des scènes grandiloquentes, etc. Non, il n'y a pas non plus de combats formels. C'est au contraire, c'est des petites conquêtes, c'est des petites résistances, mais des très petites. Tu sais. On essaye de combattre ce capitalisme avec aussi des petites conquêtes formelles qui sont aussi, qui vont s'infiltrer au cœur du film, qui ne vont pas travailler dans les drames, dans les côtés dramatiques, dans les côtés narratifs. Non, s'infiltrent au-dessus. Je pense qu'on est, d'une certaine façon, dans une espèce de recherche similaire à celle du nouveau roman, tu sais, dans les années 60. Évidemment, ça peut être limite, mais on a encore d'espace. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour de nouvelles conquêtes, petites conquêtes, des petites dissolutions aussi. C'est une idée basique que moi, j'ai toujours fait confiance à ça. Mais là, c'est encore plus visible parce que les extrêmes de ça, de déconstruction totale, de dissolution totale de tous les éléments du film, mais en même temps avec une très forte incarnation, pas seulement de l'acteur principal, mais de tous les acteurs malgré tout. Évidemment, ils ont un volume peut-être plus inférieur, plus petit, mais tu sais, l'idée qu'ils sont, même dans la taille de son volume, non, c'est vraiment incarné, hein, c'est gonflé, hein, c'est au maximum de volume. C'est ça qui donne un autre paradoxe au film et qui rend, non, c'est peut-être le mystère du film. S'il y a un mystère, qui n'est pas un faux mystère imposé, etc., pas une façon de sauter la présence du spectateur, non, au contraire, on lui donne quelque chose qui est fortement incarné pour, tu sais, être vraiment physiquement presque avec le spectateur. Non,
on les méprise jamais, tu sais, on les rend pas dans un monde spéculatif, non. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est clair, non? C'est comme la garantie d'authenticité. Comme avec les personnages, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. La dernière scène, que c'est les discours, que c'est complètement... C'est très mystérieux d'ailleurs, parce que ça reprend comme une espèce de discours militaire, mais mélangé avec des sensations assez bizarres. Tu sais, parce que malgré tout, tu sais, d'un côté de revendication d'une espèce de force, non? À laquelle, malgré tout, parce qu'aujourd'hui les citoyens se sentent en danger, alors comme beaucoup des partis d'extrême droite, alors d'après tout ce film assez bizarre, qu'on voit vraiment les déchets du colonialisme, on sent ce discours et des petits moments, des petits morceaux de ce discours, ça rassure quelque chose, c'est bizarrement, ultra bizarrement. Mais à tous les espèces, un petit moment, après tu comprends, non, c'est quelle connerie, mais il y a, comme tous les films, il y a un petit moment qui ça te rassure, je sais pas, que ça te fait, tu sais, et dans l'ambiguïté aussi, dans l'humour peut-être, dans les grotesques, non? Il dit, moi j'adore la fin du film. Un jour peut-être, d'autres reconnaîtront votre œuvre. Et ce jour-là, le monde aura changé. Ça pourrait s'arrêter avant, après ça pourrait continuer, mais l'idée de que le film s'arrête quand je veux, pas quand l'histoire s'arrête, tu sais, c'est génial. Et jamais ça pourrait être mieux exprimé que ça.